Bonjour Pierre. Bonjour Oscar. Donc là on est dans le restaurant du Parc. C'était mon bureau, c'était Ah une oui. délégation de mon bureau à un moment. D'accord. Donc du coup, je voulais savoir si vous pouviez un peu nous décrire le bioparc. Comment vous pensez que le bioparc... comment décrire le bioparc pour une personne qui ne le connaît pas, par exemple? Oui, alors je crois que sa caractéristique principale, c'est son implantation. D'accord. En fait, mon père, notre famille est installée dans cette région depuis quelques temps, et papa a eu envie de trouver un lieu naturel. Et il a trouvé d'anciennes carrières, il y a 60 ans, j'ai 55 ans exactement. Et ces carrières m'ont beaucoup inspiré, ils lui ont donné l'idée d'y placer quelques animaux. Il y avait l'exemple du zoo de la Flèche qui n'était pas chez nous à l'époque, qui était le premier zoo privé de France. Et il a placé quelques animaux et très vite il a eu l'idée d'ouvrir au public. Ce qui est particulier, c'est que le site en lui-même était déjà un écosystème. C'est-à-dire que ces carrières avaient été abandonnées pendant une cinquantaine d'années, remplies de végétation et d'une faune naturelle, sauvage, locale, et c'était très inspirant. C'est vrai que ça m'a inspiré, ça m'a inspiré aussi, ça inspire mon fils aujourd'hui, parce que c'est un site qu'on a envie de respecter et qui dégage vraiment quelque chose. Je crois que si le zoo, si le parc existe aujourd'hui, si on peut rester, si mon fils est là, c'est parce que c'était vraiment un site très attachant. Il nous a guidés pendant toute l'évolution de ce parc, le site, c'est-à-dire que l'avantage c'est qu'on pouvait créer des enclos avec une seule clôture, une seule barrière visuelle. Parce que dans une carrière, si une carrière est carrée, on utilise trois côtés pour contraindre les animaux, et il faut bien séparer les animaux dangereux du public par une barrière, un grillage, un filet, n'importe quoi. Donc on l'a utilisé longtemps comme ça. Aujourd'hui d'ailleurs on utilise les carrières dans leur totalité en essayant d'utiliser un effet d'immersion. Encore une fois, ça c'est pas valable pour les animaux dangereux. Depuis assez longtemps, on participe à des projets de conservation d'espèces menacées. On a longtemps, depuis plus de 30 ans, participé à la réintroduction de vautours dans les Alpes françaises, dans les Cévennes et puis maintenant en Bulgarie. Et à l'occasion des 40 ans du zoo, il y a 15 ans, on a décidé de soutenir un panel de projets de conservation, mais d'une façon très particulière, parce que ces projets de conservation sont liés, passent par les communautés locales. Ce n'est pas le bioparc ou le zoo de Doue à l'époque qui soutient les projets de conservation, qui les fait fonctionner, on les soutient seulement. Et on veut toujours que ce soit les communautés locales qui en soient les maîtresses. Et ça, c'est vraiment été une nouvelle conception. Je le sais, j'en suis persuadé, parce que je sais où j'ai appris ça. Je l'ai appris en Mongolie avec Hélène Freeman qui a créé le Snow Leopard Trust. Et je suis allé avec elle en Inde il y a 30 ans pour voir des panthères des neiges. Moi, j'en ai pas vu, mais j'ai au moins appris d'elle. Et elle m'a dit à cette époque que la seule façon de protéger, de sauver une espèce menacée, c'était d'aider les populations humaines qui font souffrir la nature, entre guillemets, en quelque sorte, à mieux vivre de façon à ce qu'il y ait une répercussion sur les espèces de faune, de flore qui vivent sur son territoire. Ça m'avait beaucoup inspiré. Et donc, j'ai eu une expérience à Madagascar il y a 20 ans qui reprenait un peu le même thème. Et quand on a décidé de soutenir ces projets de conservation, je voulais vraiment qu'ils aient cet aspect, qui passe par des communautés locales. Je pense que c'était une vraie belle vision, parce que depuis beaucoup de parcs zoologiques, beaucoup d'associations ont repris cette idée d'aider les gens à protéger leur nature, plutôt que d'y aller de façon, encore une fois, en colon ou en conquérant quelconque. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'aujourd'hui, après au moins 15 ans d'expérience avec tous ces projets, on s'est rendu compte que ces projets conditionnaient la vie et l'évolution du parc. Et quand on imagine aujourd'hui un nouvel espace, par exemple, on va avoir un nouvel espace pour les vautours, un nouvel espace pour les panthères des neiges, ces espaces sont choisis, sont imaginés en fonction des projets qu'on soutient. Et on ne pourrait plus maintenant, je crois,
Imaginez un projet pour le parc totalement nouveau qui ne soit pas en relation avec un projet de conservation qu'on soutient. D'accord. Et donc, pour faire court, Oscar, notre master plan il est complètement lié à nos projets de conservation. D'accord. Okay. Et donc du coup, ici dans le parc, quel est votre endroit favori? Alors, très souvent, l'endroit favori dans un site comme ça, c'est le dernier créé. Alors je dirais que le sanctuaire des Okapis, c'est vraiment un bel endroit et que j'y ai passé beaucoup de temps ces 2 dernières années. Il a passé 2 saisons déjà, je crois. Et parce que non seulement j'y prenais beaucoup de plaisir à voir les animaux évoluer, les oiseaux s'y reproduire, s'approcher des visiteurs, provoquer leurs surprises, et puis c'est un bel endroit d'immersion. Et j'avais envie aussi d'expliquer aux visiteurs, parce que je ne fais plus que ça, parler aux visiteurs. J'avais envie d'expliquer pourquoi on l'avait fait, comment ça s'est fait. C'est intéressant aussi pour les gens de comprendre la genèse d'un projet comme celui-là. Malgré ça, je pense que mon endroit préféré, c'est la Grande Volière. Parce que la Grande Volière, c'est assez abouti. Je pense que je dirais la même chose sur le des Okapis peut-être dans quelques années. Bon, il faut un peu de tâtonnement, c'est normal. La Grande Volière, ça, on va passer sa 7e année là. Et c'est vraiment un endroit assez étonnant. C'est pas encore totalement abouti. Quand je dis abouti, ça veut dire qu'il y a 35 espèces dans cette volière. Et l'aboutissement, c'est que ces espèces se reproduisent, voilà, que chaque espèce fonctionne dans cet écosystème. Ça se met en place doucement, parce que c'est très long de comprendre, d'abord pour nous, de comprendre ce qu'on doit leur offrir, et puis aussi pour ces animaux, de s'installer totalement, de s'approprier le site. La plupart des oiseaux qu'on a mis là-bas sont rupicoles, c'est-à-dire qu'ils vivent sur les falaises, ils nichent dans les falaises, et donc il faut déjà qu'ils comprennent comment creuser des nids. Nous, on a fait des nids qui ne leur conviennent pas. On a commencé comme ça et ça ne leur convenait pas vraiment. Et aujourd'hui, à bout de 5, 6, 7 ans, on s'aperçoit qu'ils creusent des nids. Par exemple, pour la première fois l'an dernier, les manchots qui sont là-bas depuis 4 ou 5 ans ont creusé leurs 2 premiers nids. Malgré ça, on a eu très peu de reproduction. Et là, cette année, ils ont totalement abandonné les nids artificiels qu'on avait imaginés pour eux et ils ont creusé de nouveaux nids. Donc là, il y a des nouveaux nids partout. Ça, je pense que c'est vraiment... L'an dernier, pour la première fois, les sternincas ont élevé avec succès elles-mêmes. Jusque-là, on devait récupérer les œufs élevés à la main, on avait des problèmes pour introduire ces oiseaux. D'accord. Les perroquets, enfin, c'est là pour toutes les espèces qui sont là. Donc, vous avez dit que l'année prochaine, dans quelques années, on verrait peut-être des patins de neige et une nouvelle espèce, enfin, un nouvel espace pour les patins de neige et un nouvel espace pour les vautours. Ouais. Et en 2016, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelques petits changements? Alors en fait, ouais, il y a quelques petits changements, mais quand on fait des gros projets, il faut bien sûr les payer, donc ça, il faut passer à la banque pendant quelques années. Et surtout, il y a ce que les gens voient et il y a ce que les gens ne voient pas, tout le fonctionnement interne du parc et tous les aspects techniques. Donc parallèlement à ces développements nouveaux dans le parc, on a pu acheter des terrains et on a pu relocaliser tous les aspects techniques du parc, une nouvelle infirmerie, une nouvelle quarantaine, un nouvel atelier. Ça, c'était dans les 2 années qui viennent de passer. Et cet hiver, on a fait une nouvelle cuisine qui va être publique dans quelques jours, là. Les nouveaux stockages pour les aliments. On a aussi amélioré l'habitat des seigneuries, par exemple, qui était devenu trop petit quand le groupe grandit. On a perdu quelques animaux parce que l'habitat était trop petit. Non pas qu'ils soient morts de froid, ils sont morts de stress, parce que c'est sous pression dans cet endroit, il fallait construire un nouvel espace. Et puis, on a transformé un enclos qui vieillissait un peu pour des loutres-naines en un nouvel enclos pour des mangoustes-naines. De loutres-naines, on passe à mangoustes-naines. Parce que j'avais été fasciné par un groupe de mangoustes-naines au Kenya il y a très longtemps, il y a 25 ans, 30 ans. Je trouve ça une espèce vraiment très intéressante. D'accord. Et du coup, ici au bioparc, quelle espèce, vous parlez d'une espèce coup de cœur, la mangoustinette, quelle espèce voudriez-vous absolument voir ici au bioparc comme nouvelle espèce? Alors, donc le projet 2017, tout va bien, encore une fois, ça sera un nouvel enclos pour les panthères des neiges qui seront présentés avec des marqueurs, face à des marqueurs, et puis un nouvel espace beaucoup plus grand pour les vautours faux, de façon à récupérer plus d'oiseaux blessés, reproduire plus pour relâcher dans la nature. Mais le gros projet à 3, 4, 5 ans de distance, je ne maîtrise pas ça, c'est mon fils François, ça serait sans doute une volière indonésienne, parce qu'on sait très bien que les grands mammifères d'Indonésie vont disparaître, et qu'on nous demande, à nous, parcs zoologiques, d'élever ces animaux pour être certain qu'on puisse les maintenir au moins en captivité. Donc, je pense que le tapir en Valais, c'est un bon candidat. Moi, j'aime bien les adoras aussi, on en voit nulle part. C'est pas trop, il faut qu'on voit, parce que
même si cette volière va faire entre 6 et 8 mètres carrés, je ne sais pas trop, et on ne peut pas non plus mettre... Alors il y a 2 niveaux, ça sera une partie en carrière et une partie à l'étage supérieur. On veut avoir le même effet que le Zocapi, c'est-à-dire la présenter ces animaux avec des oiseaux, sans doute avec des primates aussi. Et on va essayer d'avoir pénétrer avec les gibbons, enfin il y a moyen, je pense qu'on va trouver quelque chose pour faire ça. D'accord. Et puis aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que cet espace indonésien, il sera en connexion avec l'enclos des tigres de Sumatra et l'enclos des léopards actuels, qui sont des léopards de Ceylan qui vieillissent, qui seront remplacés par des léopards de Java à terme. Donc on aura là vraiment tout un pôle indonésien, encore une fois, c'est important de faire de conservation. D'accord. Et du coup, vous parlez du programme de conservation, que les nouveaux espèces du bioparc se faisaient en fonction des programmes de conservation. Ici, quel est le programme de conservation qui vous tient le plus à cœur? Alors, d'habitude, je réponds les girafes du Niger, qui me tient toujours très à cœur, mais avec les problèmes politiques actuels en Afrique de l'Ouest, j'ai pas eu l'occasion d'y aller depuis 3 ans, ça me manque beaucoup. Le programme fonctionne toujours, mais c'est vrai que je ne dirais pas qu'on s'en détache, parce que le responsable vient ici chaque année pour finir son rapport d'activité et préparer le budget l'année suivante. Mais c'est vrai que j'ai vécu 10 ans exceptionnels à visiter le Niger 3-4 fois par an. J'étais très près de ce projet, je le suis moins. Alors ces dernières années, depuis que j'allais au Niger, je suis allé beaucoup plus au Pérou sur le projet des ours-allunettes. Je suis allé aussi beaucoup en Argentine pour relâcher des condors avec le projet de Burkina sur la côte atlantique. Là, on vient d'avoir un leg important pour notre fondation et ça va nous permettre de soutenir 2 projets qui nous tiennent aussi à cœur, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de soutenir pour un sorte de financement. Un projet pour la conservation des hippopotame pygmée sylvatrope et un projet pour les arafes rouges en Bolivie avec la fondation bolivienne Harmonia. Voilà. En fait, il nous fallait l'assurance de fonds suffisants pour les soutenir au moins pendant 3 ans, parce que sinon ça va pas de sens. On a fini avec les questions là, qui nous embêtaient. Est-ce que vous vouliez dire un petit mot à la communauté de... je comprends. Non, la communauté de... Alors, ce que je veux dire, c'est que la Martinière, de la Chaude-Leslie, la Martinière, les éditions m'ont demandé il y a quelques mois d'écrire un nouveau livre. Et pour faire suite un peu à des eaux pour quoi faire, j'avais écrit il y a une dizaine d'années. Et je ne savais pas trop comment le faire. Donc, on a discuté avec un journaliste, Frédéric Dorlès, qui travaille chez Soul, et qui est venu ici plusieurs fois. Et lui, il m'a dit qu'il y avait un truc intéressant ici, c'était que j'étais très attaché à mes racines. Alors les racines, elles s'expriment de 2 façons. J'ai mes racines familiales, on est Aveyronais, je suis très attaché à l'Aveyron, alors que je suis né ici, je suis angevin, mais bon, je suis très attaché à ces racines. J'ai conservé l'histoire de ma famille par curiosité, parce que je suis très curieux. Et les racines, elles sont aussi ici, dans cet endroit, parce qu'il est riche en fossiles, et que j'ai passé ma jeunesse à ramasser des dents, j'ai toutes sortes de carnivores, des dents de poissons. Et donc j'ai voulu parler de ça dans ce bouquin, et en plus parler un peu de la façon dont ce parc évolue avec une sensibilité, parce que je crois que c'est important. Je crois que c'est vraiment ce qui nous a guidés et ce qui nous aide à faire évoluer les choses un peu différemment. Donc voilà, ça s'appelle Une promesse de nature, et ça sort le 24 mars chez Delachaux. On fera la pub sur la Puzo. Voilà, je le sais bien. Merci beaucoup Pierre. On